Été 1964. Chapitre 1. La veille d'embarquer, pour le voyage de leur nouvelle vie, Louise avait chargé à ras-bord la décapotable. Dans le coffre, elle avait casé une cantine remplie de vaisselle, leurs vieilles valises, 2 lampes de famille et des gravures encadrées. Soucieuse d'amuser sa fille autant que par commodité, elle avait façonné une sorte de nid sur la banquette arrière, avec leurs couvertures, les coussins et une pile de draps. La moitié de cet espace était mangée par 4 énormes cabas remplis des produits de première nécessité. Une poêle, la cocotte minute reçue en cadeau de mariage et une batterie de casseroles, un panier des jouets rescapés d'un tri draconien, un porte-documents contenant photos et paperasses, un sac plein de chaussures. Au sol, livres, cahiers et albums formaient une sorte de marchepied. Juste avant de prendre la route, elle y déposa une boîte à couture et leur pique-nique, avec 2 gourdes d'eau aromatisées d'anthésite. Le voyage prendrait plus de 12 heures. À l'avant s'empilait son matériel d'infirmière et une table de chevet, quelques bouquins et ses babioles fétiches, un miroir hérité de sa grand-mère, son sac et 3 chapeaux en paille. Plus que tout le reste, ses capelines fanées, en promettant des jours d'été interminables, combattaient la mélancolie du départ. Cécile, insensible à l'appel du Sud, avait quitté son école du 15e arrondissement en larmes, refusant catégoriquement de s'intéresser à leur future existence. Leur appartement, situé rue d'Aignaux, se composait de 3 pièces où la famille avait vécu heureuse avant l'affreux divorce. Son papa pouvait surgir n'importe quand, carillonnant son impatience à la porte. Et peu importe si cela n'était arrivé qu'à 2 reprises en 6 mois, la fillette détestait qu'on l'arrache à son univers familier. Le seul avantage à descendre au sud, c'était la frontière italienne et la proximité de Turin, où son père travaillait à bâtir un barrage. Sur la carte, une dizaine de centimètres séparaient la ville italienne de Beaucastel. Malgré cette maigre consolation, Cécile avait l'impression que partir sonnait un peu comme une trahison. Y aurait-il seulement un facteur dans ce trou paumé à la campagne? Par précaution, elle lui avait écrit la veille. Sa dernière lettre de Paris. Jurant qu'elle l'attendrait dans le nouveau village et que maman aussi languissait. Une expression dont raffolait leur institutrice, Madame Vanbrou. Bien sûr, ce n'était pas l'entière vérité, ou alors une vérité arrangée, au bon profil. Maman ne parlait jamais de papa, à croire qu'elle s'en fichait totalement. Après 300 kilomètres, lasse de regarder le défilé de champs et les tristes maisonnettes blotties sur le bord de la route, la fillette s'était assoupie. À son réveil, elles avaient déjeuné dans un parking qui offrait des tables à l'ombre, adossé à une station Esso. Le porte-clés bonhomme à tête de gouttes d'huile, distribué pour le plein d'essence, l'avait secrètement amusée. Mais bien décidée à bouder, Cécile feignit l'indifférence. De retour sur la banquette arrière, elle se plongea dans Alice au pays des merveilles. C'était un cadeau de son père, et son livre préféré entre tous. Alice lui plaisait, parce qu'elle se montrait solitaire, bizarre, à la fois étourdie et courageuse, extravagamment curieuse, et naïve jusqu'à braver l'impossible. Cécile aurait aimé la voir pour sœur, ou pour meilleure amie. Elle commença sa lecture, mais la chaleur de ce début de juillet, additionnée au cahotement des roues sur la chaussée, finit par l'écœurer légèrement. Elle attrapa la gourde et but une lampée avant de grimacer, en découvrant que c'était seulement de l'eau. Elle se rappela que sa mère l'avait remplie aux toilettes de la station essence. En soupirant, elle colla son nez au carreau. Platane, banane, soutane, récita-t-elle à voix basse. Platane, aéroplane, bécane, sarbacane, gitane, pyromane. Tu ne lis plus? Sa mère avait le don de clamer des évidences. Elle se renfrogna et haussa les épaules en guise de réponse. Tu m'en veux encore? Cette fois, Cécile se décida à croiser son regard dans le rétroviseur. Louise avait l'air épuisée. La fillette refoula aussitôt une bouffée de remords qui menaçait de l'attendrir. « Tu le sais très bien. »« Silou,
Il fallait bien que je trouve une solution. Je ne supportais plus de vivre à Paris, et je me suis fâchée avec mon chef de service. Je te l'ai expliqué. À Beaucastel, on m'offre un logement et du travail. Tu parles. C'est même pas dans un hôpital. Tu l'as dit toi-même. C'est juste. Je serai à mon compte, et c'est un peu comme se lancer à l'aventure, mais l'avantage de mon métier, c'est qu'on ne chôme guère. Ça m'est égal de toute façon. Oh, ça j'en doute fort. Chérinette, je sais bien que tout te paraît difficile pour l'instant, mais tu vas adorer ce village. J'y étais si heureuse à ton âge. J'aurais rêvé d'y vivre toute l'année. Toi, c'est pas moi, maman. Alors ne me commande pas d'être contente. Je ne te demande rien de ce genre, Silou. Songe seulement qu'on va vivre au soleil et au bon air dans un endroit magnifique. Paris devient de plus en plus impossible avec le trafic. D'ailleurs, tu as tout l'été pour t'accoutumer avant d'aller à l'école du village. Et tu te feras plein de copines, j'en suis certaine. Je m'en fiche, c'est mes copines de Paris que je veux voir, et papa. Louise poussa un soupir agacé. Dès que l'on faisait allusion à son père, c'était toujours pareil. Ce n'est pas possible pour le moment. Tu sais bien qu'il travaille. Pour mettre un terme à leur dispute, la jeune femme entreprit de chercher Europe numéro 1 sur le cadran gradué de l'autoradio. L'émission Salut les copains venait juste de commencer. Et en dépit de quelques craquements, Twist à Saint-Tropez explosa dans l'habitacle, chassant l'épuisement des heures de conduite. Cécile était bien trop fière pour s'amadouer tout de suite. Mais quand sa mère commença à fredonner « Vous permettez, monsieur » sur la voix cassée d'Adamo, elle ne put s'empêcher de glousser. Ravie, Louise enchaîna avec les tubes « Que c'est triste Venise »,« Demain tu te maries » et tous les garçons et les filles que la fillette reprit à tue-tête, oubliant son humeur morose. La grisaille de la matinée n'était plus qu'un lointain souvenir. Le soleil avait tapé dur toute la journée, mais il n'était pas question de rouler sans capote avec le barda du déménagement. Heureusement, vers 18h, un vent plus frais les soulagea. La voiture abandonna l'interminable National 7 à la hauteur de Pont-Saint-Esprit pour emprunter de petites routes d'une campagne vallonnée. Soudain, le paysage parut s'élargir jusqu'à toucher le ciel immense d'un bleu pur, presque irréel. Elles passèrent une vallée étroite, entre vignes et forêts, et suivirent les méandres d'un cours d'eau filant en contrebas, longèrent des prairies puis, çà et là, des coteaux raides et courts, hachés par le jaillissement d'une falaise calcaire qui démentait la douceur de la terre, laissant entrevoir une part de sauvagerie. Quand Cécile aperçut le premier champ de lavande, elle sentit fondre sa résistance. Le violet dévalait les flancs d'un village minuscule chapeauté d'un clocher. C'était si beau qu'elle en eut le souffle coupé. Louise avait éteint la radio. Elle se garda de parler pour ne pas gâcher l'enchantement. Cela faisait plus de 20 ans qu'elle n'était pas revenue ici. Pourtant, sa mémoire gardait intacte une émotion profonde, le même émerveillement qui faisait écarquiller les yeux de sa fille. Elle masqua un sourire et s'autorisa un élan d'optimisme. Ce nouveau départ était leur chance. Il le fallait. Absolument. Chapitre 2. Perché en haut d'une colline, le village de Beaucastel semblait inchangé depuis des siècles. Avec ses ruelles pavées, ses grandes voûtes obscures, ses pierres blanches et sèches de maisons aux ouvertures étroites. Sur un surplomb rocheux, un vieux château coiffé d'un donjon à demi écroulé, flanqué d'une tour carrée, semblait veiller sur lui, ou l'écraser, selon la lumière et l'humeur du promeneur. Le maire, un dénommé Lucien Bouilly, gardait les clés de leur nouveau logis. Louise n'eut pas à toquer. Il apparut sur le seuil de sa demeure alors que le moteur tournait encore. C'était un bonhomme courteau, dont la bedaine pointait sous une chemise à carreaux. Cécile décida que sa mine avenante, légèrement ahurie, faisait penser au lapin blanc d'Alice. Le lapin-mère ouvrit les bras en geste de bienvenue, éclairé par un large sourire. « Madame Jacot! Eh ben, te voici donc de retour !»« Mademoiselle Vidal, si ça ne te gêne pas, Lucien. J'ai retrouvé mon nom de jeune fille. »« Té! Et tu en as la mine, malgré ta pitchoune. » Le bonhomme baissa d'un ton, visiblement embarrassé. « J'ai appris ton divorce par le notaire du bourg. » Il s'interrompit brusquement,
conscient d'en dire trop devant la gamine, et se tourna vers elle. « Et toi, tu dois être Cécile. On dirait ta maman quand je l'ai connue. Jolie comme un cœur. » La fillette rougit, mal à l'aise de découvrir que sa mère avait laissé un souvenir si fort, et se sentit encore plus étrangère. Heureusement, le gros bonhomme se désintéressait déjà d'elle, pressé de les accompagner. C'était vraiment le portrait craché du lapin blanc du livre. Face à la décapotable chargée à bloc, il siffla entre ses dents. « C'est ton camion de déménagement ?» ?»« Exactement. Tu crois que tu peux te serrer quelque part, que je te conduise ? Pour les derniers 100 mètres, ça ira bien. » Louise dégagea la table de chevet et les chapeaux qui atterrirent sur les genoux de sa fille. « En route !»« Le plus court, c'est encore de passer par le lavoir, et ensuite tu tournes sur la droite et tu trouves le chemin des Pérols. » »« Je me souviens, tu sais. » »« Sacrebleu, je suis bête, moi. Évidemment, tu étais toujours à courir partout, une vraie sauvageonne. Ça va te changer de Paris. » »« J'espère bien. » »« Il ne te reste plus qu'à retrouver ton accent. Parce qu'à causer pointu de la sorte, on va te regarder bizarrement au pays. » »« Ça reviendra bien. » Imaginer sa mère parler avec des ouins et des T comme ce balourd inquiéta subitement Cécile. On pourrait bien se moquer de sa façon de parler ou la traiter de parigote. Elle se jura de ne jamais changer. La voiture stoppa devant une maisonnette modeste, une des dernières du village. Ils étaient arrivés. En découvrant le corridor vieillot donnant sur un salon aux meubles massifs, l'enfant sentit une grosse boule obstruer sa gorge. Elle contempla avec consternation le vieux canapé à fleurs marronasses, la commode en acajou vernie aux allures de cafard, l'armoire monumentale, les tabourets trapus et la roue de charrue montée en table basse. Pour seul éclairage, une modeste ampoule au plafond qui donnait à la pièce une atmosphère sinistre. Elle ne parvenait pas à croire que c'était la maison de rêve que sa mère lui avait vantée. La cuisine n'était guère mieux, étroite, les murs recouverts d'une peinture brun-vert. La porte du fond ouvrait sur une terrasse en ciment encombrée de seaux vides. Plus bas, dans le jardin laissé à l'abandon, une vieille serre aux vitres sales émergeait des herbes folles. Inconscient de l'effet produit, le maire discourait avec un enthousiasme d'agent immobilier. « Le décor a besoin d'être un peu rafraîchi, mais c'est confortable. Vous avez même la salle de bain et les WC, le grand luxe. Chez nous, tout le monde ne peut pas en dire autant. » Il désigna un panier rebondi sur le plateau en formica. « Cadeau de bienvenue, de quoi reprendre des couleurs, parce que vous êtes bien palote. Il y a des cochonailles, de la confiture d'abricot de la vieille Mathilde, du beurre et du fromage, des œufs, des fruits, une miche de pain et de l'huile d'olive de mon oncle Barnabé. Tu m'en diras des nouvelles. » »« C'est adorable. » »« Je te montre la pièce des visites. On verra les chambres ensuite. » Le cabinet de consultation avait été visiblement modernisé. On y entrait par une porte vitrée, au bout du corridor. Ce morceau de couloir encombré par 3 chaises faisait office de salle d'attente et ouvrait sur le cabinet repeint de blanc, une couleur évoquant l'hygiène et l'hôpital. Une table en acier, une armoire vitrée, un bureau et 2 chaises en métal complétaient le mobilier. Devant le silence des visiteuses, le maire parut perdre un peu de sa verve. « On a tout laissé pareil, puisque tu nous remplaces le docteur. »« Je ne suis pas docteur, Lucien. » »« T'es infirmière, docteur, c'est kiff-kiff, non ? Et puis ici, tu auras affaire avec des gens de la campagne. On est plus dur au mal, et personne n'ira compter si tu as 2 diplômes ou 10. L'important, c'est que tu soignes, pas vrai ? » Louise secoua la tête et grimaça un sourire. Les encouragements de Lucien ne faisaient qu'augmenter sa panique. Peut-être était-ce dû à l'épuisement du voyage. Elle avait voulu et planifié cette nouvelle vie. Après avoir donné sa démission et arraché la petite à leurs habitudes, elle était maintenant au pied du mur. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle devait se montrer forte, car Cécile était suffisamment remontée comme ça, pas question de lui faire partager ses angoisses. Elle se força à emprunter un ton joyeux. « C'est parfait, merveilleux, Lucien. Je te remercie de tout ce que tu as fait. Sans ton accueil, je ne sais pas... » Taratata. Y a rien de plus normal. Tu es une fille du pays, ne l'oublie pas. Surtout si certains te snobent les premiers temps. Tes grands-parents étaient respectés par ici.
Elles mangèrent dans la cuisine. Un pique-nique improvisé, composé de confiture, de fromage et d'un bol de lait. Louise avait allumé 2 bougies pour égayer un peu les lieux. Mais en dépit de ses efforts, Cécile restait silencieuse, son petit visage renfrogné de fatigue. Dans l'espoir de l'amadouer, sa mère parla de repeindre les murs. Elle pourrait s'attaquer d'abord à leur chambre, et puis cette pièce en jaune, et finir avec le salon. On trouverait une autre table basse, et on pourrait tendre un joli velours sur la banquette, coudre des rideaux neufs, du tissu à rayures et à cerises pour la cuisine. À chaque suggestion, Cécile opinait poliment, et Louise finit par l'envoyer se coucher, de guerre lasse. Il n'était pas loin de 10 heures. D'habitude, quand on se couchait si tard, c'était parce qu'il y avait une fête ou la visite de son père. En refermant la porte de sa chambre, l'enfant resta un instant immobile, s'efforçant de s'imaginer grandir ici. La pièce était une simple soupente, ajourée d'une lucarne, sans doute la moins moche de toute la bâtisse. Juste avant de dîner, elle s'était dépêchée de déballer ses livres et sa collection de figurines Starlux pour les disposer sur une grosse commode ventrue. Les autres jouets et ses posters étaient encore dans le carton. En le poussant sous le lit, elle avait découvert un pot de chambre pour faire pipi. C'était l'habitude à la campagne, avait expliqué Louise. Une habitude plutôt dégoûtante. Heureusement qu'il y avait les toilettes dans la salle de bain de l'étage. Cécile n'avait même plus la force d'être en colère. Elle éprouvait seulement une terrible sensation de perte qui lui donnait envie de pleurer. Alors c'était ça, la nouvelle vie géniale que maman promettait. Elle se décida à bouger. Elle gagna l'armoire, se déshabilla, retira la barrette rouge qu'elle avait dans les cheveux et enfila une chemise de nuit. Sur la table de chevet, sa mère avait déposé une des lampes de famille coiffée d'un abat-jour rose. Elle voulait acheter la paix, devina Cécile. Mais c'était trop facile. Demain, elle demanderait des photos de son père, rien que pour l'agacer. Et aussi parce qu'il veillerait sur elle. Après avoir éteint la lumière, la curiosité la poussa vers la lucarne. Perchée sur un tabouret, elle ouvrit le carreau et huma l'air du dehors, doux et bruissant de mystère. Ça sentait la terre et l'herbe sèche. En levant la tête, elle étouffa un cri. Jamais elle n'avait vu tant d'étoiles. À Paris, avec les immeubles et les lumières des réverbères, le ciel semblait à des millions de kilomètres, alors qu'ici, en se dressant sur la pointe des pieds, elle avait l'impression de pouvoir toucher le velours de la nuit. Le cœur battant, elle écouta la brise courir sur la colline, entre les branches des arbres. Plantée au-dessus du village, elle aperçut la silhouette du château surmonté de ce qu'il restait de son donjon. La tour carrée, par contraste, semblait d'une robustesse à l'épreuve du temps. Un chien aboya, aussitôt imité par un autre. Tout près, une bête émit un ululement lugubre. Un hibou. Maman saurait sûrement. C'était étrange de savoir qu'au même âge qu'elle, sa mère avait passé ses étés ici, et qu'elle connaissait les choses de la campagne. Elle n'en parlait jamais, à cause de la guerre. Cécile savait simplement que la maison de Beaucastel avait été vendue à la mort de ses grands-parents, juste avant sa naissance. En retournant au lit, l'enfant se demanda « Pourrait-elle jamais s'habituer à vivre ici, dans cette maison sinistre ?» C'était presque impossible à imaginer. Chapitre 3. Les premiers jours passèrent dans un tourbillon. Entre le ménage, l'aménagement du cabinet médical, les courses au village où tout le monde les considérait comme des bêtes curieuses, mère et fille s'étourdirent dans les tâches les plus urgentes. À Beaucastel, on trouvait un café-tabac-épicerie, une boucherie chevaline et une boulangerie-pâtisserie. L'église, un lavoir qui ne servait plus qu'à quelques vieilles qui préféraient récurer leur linge en bonne compagnie, une grande place où on montait les étals du marché le samedi, et une auberge qui s'animait chaque été. Grâce à la réputation de ses ruelles pavées et sa rivière qui coulait en contrebas, quelques touristes venaient s'y promener et boire un chocolat après une baignade sur les bords de la Cèze. Non loin de la mairie, l'école des filles s'adossait à celle des garçons. Les deux établissements étaient séparés par une vaste cour et un préau double de chaque côté du mur mitoyen. C'est là que Cécile ferait sa rentrée, en septembre. Louise lui avait montré l'ancienne maison de famille,
une jolie bâtisse en pierre blanche, nichée au milieu du hameau, attisant sans le savoir ses regrets de ne pas y loger, plutôt que dans la maison du docteur. Car c'est ainsi qu'on l'appelait encore au village, comme si leur arrivée ne comptait pas. Malgré quelques découvertes étonnantes, les tracteurs aux roues géantes coiffés de leurs petites cabines qui faisaient penser à des scarabées, le cri de la hulotte qui nichait dans l'arbre voisin de sa chambre, la crique où elle s'était baignée, 1000 fois plus agréable que la piscine Molitor, Cécile n'arrivait toujours pas à apprécier ce trou paumé, comme elle le nommait en secret. D'abord, les gens vous toisaient sans se gêner, et certains chuchotaient, la main devant la bouche, en vous regardant passer. Pas de messe basse sans curé, mourait-elle d'envie de crier. Le pire, c'étaient les enfants du village. Quand elle traversait Beaucastel pour aller chercher le pain, ils tournaient à vélo en faisant mine de l'ignorer. Les filles, un peu moins nombreuses, paraissaient aussi dégourdies que les garçons. Certaines avaient la même allure qu'eux, pantalons rapiécés aux genoux, vieux polos déteints par le soleil et cheveux en broussailles. Peu habituée à la chaleur du sud, Cécile était d'abord sortie avec son chapeau de paille. Mais elle avait fini par le laisser sur le porte-manteau parce que seuls les touristes en portaient. Elle se sentait déjà assez endimanchée avec ses robes à smock et son unique pantalon de velours, bien trop chaud pour la saison, sans oublier sa belle barrette rouge. Le 4e jour, alors qu'elle traînait du côté du lavoir, s'ennuyant à mourir, un crissement de frein lui fit lever la tête. « Salut !» Dressé en équilibre sur sa bicyclette, le garçon la dévisageait. C'était un des grands de la bande, un bras musclé qui enchaînait les acrobaties sur une roue. Derrière lui, une fille d'une dizaine d'années vêtue d'un short et d'un marcel tout avachi souriait avec malice. Le reste du groupe se tenait en retrait, apparemment indifférent, sauf le plus petit, qui lançait des œillades peu discrètes. Est-ce qu'ils avaient parié de l'aborder avant de la tourner en ridicule? Cécile se redressa et tenta de prendre un air insouciant. « Salut !»« C'est toi, la Parisienne !» Elle hocha la tête sans répondre. S'il voulait se moquer, elle n'y pouvait pas grand-chose. « Moi, c'est Vincent. Et elle, Nicole, ma petite sœur. Et les autres là-bas, c'est la bande à Bruno. Le costaud qui parle, c'est lui notre chef. Les 3 gars qui écoutent sans broncher s'appellent Jean-Jean, Pierrot et Didier. Celle en train de rigoler, c'est Nali, Tine et Mag, les filles du groupe en plus de ma sœur. Le mioche, celui qui a l'air de se barber, c'est Nanar, la mascotte. Il est un peu ravi de la crèche, mais c'est notre petit haut. La fille agita la main pour se présenter. Son sourire semblait naturel, pas du tout surjoué. « Je m'appelle Cécile. On va à notre cabane. Tu veux venir ?» Submergée par une vague de soulagement, Cécile faillit éclater de rire. Quelle idiote elle faisait avec ses soupçons. Il n'y avait pas de piège. En 1 seconde, elle était prête à oublier sa déception. Mais elle n'eut pas le temps de répondre que déjà leur chef déboulait à toute allure. Il arrêta son vélo après un magnifique dérapage contrôlé, pile entre Vincent et Nicole. La fillette lui jeta un coup d'œil coupable avant de baisser la tête. Pressentant la menace, elle se pétrifia sur place. Vincent, lui, tenta d'amadouer la petite brute. « Hé Bruno, la Parisienne, elle peut venir avec nous? On l'a invitée. »« T'es fada, elle sera jamais de mon clan, celle-là. Allez-y, on décanide là, ça pue la tête de veau. » Le garçon la fixait dans les yeux, dans l'espoir sans doute de la voir éclater en sanglots. Mais elle serra les dents et ne flancha pas. Ils s'égayèrent comme une volée de moineaux, les garçons pédalant en danseuse sur le chemin qui menait à la forêt et les filles derrière, hurlant qu'on les attende. Quand le dernier disparut, Cécile démarra en trombe et galopa sous le soleil implacable jusqu'au logis du docteur. Quelle bande de pecnos! De toute façon, si elle était vraiment malheureuse, sa mère ne pourrait pas l'obliger à rester ici, non? Elle expliquerait tout à son père. Il comprendrait, lui. Dire qu'à la fin des grandes vacances, elle était censée faire sa rentrée avec ces sales gamins. « Je ne vous ai pas fait mal ?» Louise déposa la seringue sur le plateau à stériliser, puis se débarrassa de ses gants. Depuis 2 jours qu'elle avait ouvert son cabinet, la boulangère était sa première visite. Celle-ci éclata de rire. Son accent ensoleillé la rendait encore plus sympathique. « Du tout! Vous êtes une vraie fée! Le vieux docteur, lui, il trouvait jamais la veine, à croire qu'il jouait aux fléchettes.
En plus, il puait le désinfectant. Les deux femmes échangèrent un sourire complice. Pendant que sa patiente se réajustait, Louise compléta son dossier. « Je vous dois combien ?»« Rien pour cette fois, Madame Jouve. »« Appelez-moi Colette. »« À condition que vous m'appeliez Louise, alors. »« Avec plaisir, Louise. Mais il n'est pas question d'être soignée sans payer. »« Je suis superstitieuse. Vous êtes ma première patiente. Alors pas d'argent pour cette fois. Cette première fois. » Soudain sérieuse, Colette Jouve la dévisagea gentiment. « Merci, je suis gênée. Mais vous inquiétez pas, des clientes vous en aurez d'autres. Vous savez, moi non plus j'étais pas du coin. Il a fallu un moment avant d'être acceptée au village. Mais quand on est parisienne et divorcée, vous faites fort, je vous l'accorde, mais vos grands-parents étaient d'ici et on les adorait. Les grincheux finiront par s'habituer. J'espère. Sûr et certain. Vous savez comment ils sont, ces bougres de villageois. Ça râle, ça cause, mais finalement, c'est plus de la méconnaissance qu'un mauvais fond. Et votre pitchoun, Paris lui manque pas trop? Paris, je ne sais pas, son père sûrement. Je veux pas faire mon indiscrète, mais je suis curieuse. C'est vous qui avez demandé le divorce? Oui. Mon mari voyageait beaucoup. Il a eu des aventures, rien de très grave selon lui, jusqu'à la dernière, qui est devenue une double vie. Alors j'ai dit stop. Sainte mère, je vous comprends. Et votre fille le sait, que son papa a une autre femme? Non, je n'ai pas le cœur de le lui dire. Je crois qu'elle le prendrait terriblement mal. Elle adore son père, vous savez. Vous faites comme vous l'entendez, mais vous ne pensez pas qu'il vaut mieux dire les choses que de les balayer sous le tapis? Sans doute. Je crois que j'attends bêtement le bon moment. Et le droit de visite, ça se passe bien. On essaye de s'arranger au mieux, ce n'est pas toujours simple. Il voyage beaucoup à l'étranger. En ce moment, il vit en Italie. Pour son métier? Oui, il est ingénieur hydraulique. Il construit des barrages. Mazette, en voilà une grosse tête. Enfin, du moment qu'il peut vous aider. À choisir, je préférerais me débrouiller seule. Je n'ai pas envie de dépendre de lui. Vous savez, Colette, les temps changent. Aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent et gagnent leur autonomie. À la ville, sûrement. Mais par chez nous, les mentalités sont encore un peu raides. Tenez, moi je rêverais de conduire une automobile. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Gustave ne voudrait pas. Il dit que les femmes ne doivent pas conduire. Eh oui, ne pas conduire, ne pas voter, ne pas donner son avis. Sûrement que je redoute les commérages. Vous voyez, je suis moins courageuse que vous. Je pourrais vous apprendre, moi. Vous feriez ça? J'aimerais beaucoup. Colette rosit sous le coup d'une émotion violente et hocha simplement la tête en guise d'acquiescement. Ce sont des personnes comme vous qui montrent le chemin. Ne perdez pas courage, Louise. Jamais. Et je vais vous faire une de ces publicités qu'on viendra vous voir de tout le pays. Merci. Vous voyez, je suis largement payée. Louise vérifia qu'il n'y avait personne dans la salle d'attente et se hâta vers la cuisine où elle avait entendu sa fille. Cécile buvait à la régalade, debout face à l'évier. En l'entendant approcher, ses muscles se contractèrent. « Tu as fait une bonne promenade ?» La petite haussa les épaules, puis répondit à contre-cœur. « Oui. »« Oui, oui ou oui, non ?»« Les enfants du village veulent pas jouer avec moi. »« Ça va venir, ne t'en fais pas. Les commencements sont toujours difficiles. Et puis, à la longue, on s'aperçoit que les choses s'arrangent. Dans quelques mois, tu ne te rappelleras même plus cette période. »« Et toi, tu as eu des malades ?»« Oui, enfin, c'est plutôt calme. Tu vois, moi aussi, je dois prendre mon mal en patience. Sauf que tu es une super infirmière. Ils vont s'en apercevoir. Et toi, tu es une fille formidable, chérinette. Ils le verront aussi et... » Un cri perçant l'interrompit. « Elle est énorme !» Le doigt tendu, Cécile indiquait une araignée aussi grande que sa paume en train de zigzaguer sur le mur. Louise se leva d'un bond, savate brandie, prête à frapper. « Non, ne la tue pas !»« Mais enfin, Silou, tu viens de hurler comme si on t'égorgeait. »« Non, faut pas la tuer, faut pas !» Surmontant sa répulsion, la fillette s'empara d'un torchon. Elle s'approcha de la bestiole qui restait immobile, probablement alertée par les vibrations de l'air. Partagée entre l'écœurement et la détermination, la fillette parvint à la piéger dans un pli et se dépêcha d'aller à la fenêtre.
Ouvre vite !» Sa mère s'exécuta, réprimant un sourire. Malgré sa répugnance, Cécile la libéra délicatement du tissu. L'araignée fila en zigzag sur le mur, avant de se perdre dans les herbes du jardin. « Je crois que tu pourrais sauver une portée de ratons par pure compassion. »« Et pourquoi non? Pourquoi on devrait les tuer ?»« Tu sais, Silou, à la campagne, les gens ne goûtent guère la sensiblerie. Il faudra te blinder un peu. » Cécile ravala une réplique. Elle voyait mal en quoi cela changeait d'être d'un endroit ou d'un autre. On ne pouvait pas tuer un animal gratuitement, juste parce qu'il vous embêtait. Même l'idée de manger de la viande la dérangeait. Elle alluma le poste de radio pour ne plus discuter. Louise épluchait des carottes, un oignon violet et quelques patates terreuses. Par instant, Cécile sentait le regard inquiet de sa mère. Radoucie, elle s'approcha de la table pour récupérer les épluchures qu'on gardait pour le compost. Elle s'était montrée plutôt odieuse, alors que Louise avait dû passer une journée pourrie. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Elle reconnaissait ce petit pli d'inquiétude qui froissait sa bouche. Elle murmura : « On va s'en sortir, maman. On est super forte, non ? » « Évidemment, mon cœur. » Sa voix tremblante disait pourtant le contraire. Elles dînèrent tôt, fatiguées par les émotions. En avalant sa soupe, Cécile demanda rêveusement : « Comment on fait pour avoir des amis ? Je veux dire, une fois qu'on s'est présenté, comment on fait pour les convaincre de vous aimer ? » « Ça ne se décide pas comme ça, Silou. En fait, je crois que pour les vrais amis, tu le sens tout de suite. C'est comme un petit signe, une chaleur qui te fait monter le sourire aux lèvres. L'autre est là, et tu as l'impression que tout est simple, joyeux. Tu sais, comme une évidence. On dirait que tu parles d'amour. Aussi, il n'y a pas tant de différence finalement. Les deux demandent un engagement et rendent infiniment heureux. Maman, j'aimerais revivre avec toi et papa, comme avant. Oh, ça ne marche pas de cette façon, ma puce. On ne peut pas ranimer le passé simplement parce qu'on le veut. Imagine que tu t'entêtes à vouloir revivre la même journée qu'hier. Ce serait impossible. Il y aurait des milliers de différences, même si tu t'acharnais à reproduire le moindre détail. Le vent serait plus frais, ton thé moins sucré. Tu ressentirais d'autres émotions. Un rire que tu n'as pas prévu ou au contraire, une pointe de chagrin, léger mais absolument réel. Tu comprends ? Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'avec ton papa, les choses ont changé. On s'aime beaucoup et on est devenus amis. Mais nous ne sommes plus amoureux. Chapitre 4. En quête d'une occupation, Cécile avait suivi la rue en pente qui épousait les méandres de la rivière, effleurant du bout des doigts le parapet granuleux. À une 50aine de mètres, sous le lavoir, elle aperçut la bande de gamins penchés en cercle, en proie à une mystérieuse concentration. Elle avança de quelques pas et vit qu'ils étaient occupés à feuilleter des bandes dessinées. Bruno leva soudain la tête et s'esclaffa avec cruauté en croisant son regard. Aussitôt les autres l'imitèrent. « Quels moutons !» pensa la fillette mortifiée. « Ils font tout comme leur stupide chef. » Plutôt que de les affronter, elle décida de bifurquer vers la Grand-Place. Ils pouvaient la prendre pour une lâche, une Parisienne chichiteuse, elle s'en moquait. Eux étaient idiots et malpropres. Des bouseux de vache, se répétait-elle avec fureur. Si occupée à ressasser, qu'elle ne prêta pas tout de suite attention au son aigrelet d'une fanfare. Une étrange caravane franchissait le pont enjambant la Cèze et s'engageait sous le passage en voûte qui marquait l'entrée du village. Derrière les roulottes bariolées de vert, de rouge et de bleu, de grandes cages brinque-ballaient sur leurs remorques. Un gros camion fermait la marche. Sur son flanc, orné d'un chapiteau rouge et or, était inscrit « Cirque Poli ». Bouche bée, ayant oublié sa rancœur, Cécile vit déboucher une voiture jaune citron en tête de cortège. La musique qui s'échappait du haut-parleur fut soudain couverte par une voix criarde. « Mesdames et messieurs, les enfants, après une tournée triomphale dans la France entière, voici venu le plus fabuleux, le plus international, le plus abracadabrant et le plus formidable des spectacles, l'illustre cirque Poli. Nous vous attendons nombreux auprès de l'abbaye où chaque soir à 17h,
Monsieur Loyal, alias le formidable Brancalou, présentera un spectacle fabuleux pour le plaisir des petits et des grands. » Au la voir, les gamins s'étaient levés d'un bond et couraient déjà en direction de la parade. Cécile hésita. Si elle leur emboîtait le pas, ils ne l'épargneraient pas. Elle poursuivit son chemin, tête basse, s'efforçant de refouler ses larmes, et faillit buter sur une moto à l'arrêt. Soudain, un molosse tout cabossé lui barra la route. Il jappa d'impatience, hochant de la truffe à chaque aboi. On aurait dit qu'ayant trop attendu, il donnait le signal du départ. « Tais-toi !» Vêtu d'un blouson en cuir et chaussé de lourdes bottes, son maître s'escrimait à genoux sur le carburateur. Des outils étaient étalés sur le sol. Il étouffa un juron et leva une main ensanglantée. « Merde, merde !» En se remettant debout, il avisa Cécile qui demeurait là, stupéfaite. Autour du cou, il arborait un foulard rouge. Un tueur ou un boucher, songea-t-elle. « Tu es qui, toi, à me regarder comme ça ?» Convaincue qu'on lui adressait un avertissement, elle détala à toutes jambes. « Oh, gamine ! Faut croire que j'ai l'air aussi méchant que... » Le reste se fondit dans le bourdonnement de l'air dans ses oreilles. Grisée par sa course, Cécile se sentit soudain libérée, ragaillardie par une idée qui venait de jaillir. Le pré de l'abbaye était bien assez vaste pour tout le monde. Elle n'irait pas se mêler à la bande des bouseux, mais personne ne pouvait lui interdire d'aller regarder. Sur la grande place où le camion venait de déboucher, la voix du haut-parleur continuait sa harangue. « Venez rire avec les clowns, trembler avec les acrobates et applaudir les animaux savants, sans oublier notre vedette, le célébrissime Polly !» Cécile se demanda si ce fameux Polly était un lion d'Afrique, ou bien un animal encore plus rare. Le nom n'avait rien de féroce, mais ça ne voulait rien dire. L'idée de regarder des bêtes en cage la rebutait un peu, mais la curiosité balaya ses scrupules. Enfin, il se passait quelque chose. Il fallut moins de 2 heures pour dresser le chapiteau au centre du terrain. Bariolée comme un berlingot, la vaste toile abritait 3 rangées de gradins autour d'une piste balisée par des balustrades peintes en vert. Placardée au guichet de velours, l'affiche du spectacle montrait un poney à la crinière blonde, caracolant sous les lettres « Polly ». Cela plut à Cécile. Un cheval, c'était presque comme un compagnon domestique, contrairement aux lions ou aux éléphants de cirque. Pouvait-on adorer les animaux et apprécier leur numéro ? Elle l'ignorait, et cette indécision la mettait mal à l'aise. Quand vint le moment de s'occuper de la ménagerie, les gamins du village, qui jusque-là s'étaient tenus à peu près tranquilles, fondirent sur les saltimbanques comme une armée de mouches et les pressèrent de questions. Pourquoi le bouc était-il noir alors que les chèvres étaient blanches ? Les chiens savants savaient-ils résoudre des problèmes de calcul ? Leur faisait-on l'école ? L'ours était-il aussi vieux qu'il en avait l'air ? Que mangeait-il ? Le singe portait-il des habits chaque jour ? Avait-il un costume du dimanche ? Combien de mots comprenait-il ? Pourquoi n'y avait-il pas de tigre, une panthère, un éléphant ? Ceux-ci étaient-ils vraiment aussi gros qu'on le disait, aussi hauts qu'un platane ? L'équipe de forains se composait d'un jeune gitan qui boitait, d'un vieux aussi large que haut qui travaillait avec un homme plus jeune qui lui ressemblait trait pour trait, d'un grand maigre renfrogné, d'un gros plutôt vif, d'une femme roseau, sûrement l'acrobate, et d'une vieille dame très maquillée. Ils n'eurent pas à répondre car le directeur, gorgé d'importance, arriva sur ses entrefaites. « C'est l'heure d'endosser vos costumes, les amis. On se dépêche. » Cécile, qui se tenait prudemment en retrait, comprit qu'il s'agissait de Brancalou, le fameux Brancalou du cirque Polly, comme il se proclamait lui-même, qui avait fait la réclame par le porte-voix. Moustache ourlée en boucle, cheveux luisants de brillantine aussi noirs que ses souliers lustrés, maillot rayé et chapeau haute forme, l'homme brandissait un fouet de 8 pieds. Un large sourire dévoilait de petites dents mal plantées. Sans savoir pourquoi, la fillette le détesta d'emblée. Il avait la mine sournoise et semblait bien trop aimable, d'une courtoisie forcée que contredisait son regard perçant. Brancalou affrontait son public, agitant son fouet en tous sens, si bien que la bande de gamins avait reculé à 3 pas de distance. Il haranguait le chaland avec une conviction frénétique.
Approchez, approchez. Venez découvrir la magie du cirque. Exceptionnellement, nous donnons une première représentation aujourd'hui même à 17h. Bêtes sauvages ou savantes, magiciens, clowns et acrobates. Le prodige est notre devise, la féerie notre métier. Comme le moustachu reprenait son souffle, Bruno s'enhardit à poser une question, l'air crâne. C'est le même Polly que l'année dernière? Basta! Et pourquoi il changerait? Polly est notre vedette, et une vedette de la sorte est irremplaçable. Quant aux petits curieux qui posent des questions, ils trouveront leur réponse à la représentation. Et les chiens savants, ils ont appris de nouveaux tours? Je vois que j'ai affaire à un connaisseur. Eh bien, pour le savoir, achète ton billet. Je suis venu l'an passé, et l'autre d'avant. Je parie que ce sont les mêmes kleps. Bruno pointa le doigt sur les 3 corneaux attachés à un piquet. Allez voir, si paisible et nonchalant, c'est vrai qu'il n'avait pas l'air très savant. Pendant une seconde, Brancalou sembla sur le point de perdre le contrôle de ses nerfs. Hermès, Odin et Attila ne sont pas des kleps, et contrairement à toi, mon garçon, ils connaissent les bonnes manières. Pour t'en convaincre, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pareil à un serpent siffleur, la tresse en cuir se mit à chanter au-dessus du crâne de l'insolent. Le directeur était peut-être fanfaron, mais il maniait son fouet mieux que personne. Mais avant que Bruno n'ait le temps de répliquer, les clowns surgirent à ses côtés, frétillant d'allégresse, s'interpellant par leurs prénoms. Riton, c'était le petit gros, et Ficelle, le grand maigre, entraînèrent le groupe vers l'entrée du chapiteau à coups de pitrerie, pendant que Brancalou accueillait monsieur le maire qui venait d'arriver. Cécile se dissimula derrière une roulotte. Elle n'avait guère envie que Lucien lui reproche de traîner là toute seule. Et puis, on devinait bien plus de choses en observant de loin qu'en faisant des politesses aux adultes. « Mon cher Brancalou, quel plaisir de vous revoir ici. Plaisir partagé, monsieur le maire. Beaucastel est une étape incontournable de notre tournée. Plus qu'une habitude, un honneur. Plus qu'un honneur, un bonheur. » À force d'en rajouter, on croirait des bobards, songea la fillette, agacée. Comment peut-il se laisser entourlouper par cet hypocrite? Vous restez la semaine, j'espère. Avec un peu de réclame dans les villages alentours et les vacanciers, vous devriez avoir du monde. Lassée de la discussion, elle se faufila derrière un couple d'amoureux venus observer les animaux et resta dans son sillage. Dans la première cage, un vieil ours somnolait, enfoncé dans un tas de paille poussiéreuse. Dans la suivante, 2 perroquets au plumage flamboyant paraissaient dormir. Des haras, peut-être? Elle avait appris ce nom en sciences naturelles. Au moins ceux-là ne faisaient pas pitié, comme leurs féroces voisins. 2 petites chèvres et un bouc chevelu qui faisait penser à un chanteur yéyé étaient parqués dans l'enclos suivant. Occupés à arracher des touffes d'herbe, ils ignorèrent la main tendue de la petite. À côté des chèvres, les 3 savants prenaient le soleil, les yeux mi-clos, attachés à leur piquet. Des chiens bâtards pas très impressionnants. Le premier à moitié caniche, tacheté, noir et blanc. Le deuxième, un mélange improbable d'épagneuls et de bichons, marron et feu. Le dernier, une espèce de terrier au pelage ras, était indéniablement le plus impressionnant, en dépit de son allure débonnaire. Le jeune gitan réapparut soudain, chargé d'un seau et d'un râteau. S'il avait toujours ses vêtements de travail raccommodés, il trimballait maintenant un petit singe perché sur son épaule. Haute d'une 20aine de centimètres, la bestiole arborait une redingote rouge et un bonnet d'aviateur. Sa queue, longue et sinueuse, sortait d'une culotte rouge. Fascinée par le spectacle, Cécile laissa les amoureux s'éloigner. L'adolescent se démenait, malgré son boitement. Il remplit la bassine des chiens, puis celle des chèvres, retourna chercher un seau d'épluchure. En reculant pour ne pas se faire voir, la fillette heurta une cage. Un bruit de paille remuée la fit sursauter. Elle reconnut le poney à crinière blonde de l'affiche qui, blotti dans un coin, n'avait plus sa fière posture, mais semblait accablé par le sort. « Polly, je parie que c'est toi. Viens me voir. » Elle chuchotait, le cœur serré devant son air triste. Comme il continuait à la fixer sans faire mine de bouger, elle se pencha aussi loin que possible,
étirant ses doigts afin qu'il hume son odeur. C'est ainsi qu'on apprivoise les animaux, lui avait dit Louise. Une voix sèche l'arrêta. Pas touche, tu le verras au spectacle, ma poupée. Le grand ficelle se dressait dans l'allée. Elle le reconnut à sa maigreur de cadavre, car il s'était fardé et costumé à se rendre méconnaissable. Un pantalon à bretelles, une perruque rouge et un gilet à paillettes d'un vert scintillant. Sa large bouche luisait férocement, barrant un visage farineux. J'allais pas lui faire de mal. Ben, je me doute, il manquerait plus que ça. Cours vite voir ta maman et dis-lui que la vente a commencé. La vente? Celle des billets, Nigaude! Il ponctua ses paroles d'un clin d'œil, puis sourit, les dents serrées. Est-ce une habitude? Se demanda Cécile. Faire semblant d'être joyeux alors qu'on ne pense qu'à vous filer une taloche? D'accord, au revoir. À tout à l'heure, petite fouineuse. Devant le chapiteau, le maire avait disparu. Brancalou se tenait planté à l'entrée, les bras ouverts en signe d'invite. Attention, attention! Première représentation exceptionnelle! La vente des places a débuté. Madame Gina vous attend à la caisse. La dame, qui avait dû être très belle, paraissait émerger du comptoir parsemé d'étoiles, puisque sa robe était faite de la même étoffe, en velours bleu nuit. Fardée outrageusement, presque autant que les clowns, c'était la seule qui ne souriait pas, et par contraste, la seule à avoir l'air à peu près normal. Une queue venait de se former, composée d'une douzaine de vacanciers, reconnaissables à leur teint pâle. Quelques villageois, Bruno et une grosse dame qui devait être sa mère, Nicole, Vincent, la femme du bureau de tabac et la demoiselle qui faisait le ménage du curé, flanquée de 2 autres gamins. Madame Gina débitait les tickets avec la dextérité d'un prestidigitateur. Brancalou continuait à s'époumoner. À représentation exceptionnelle, tarif exceptionnel. 3 places au prix de 2 pour les enfants de moins de 7 ans. Demi-tarif pour les orphelins et les mutilés de guerre. On se dépêche, on en profite, il y en aura pas pour tout le monde. Une pétarade fit sursauter les badauds. L'homme au foulard rouge apparut campé sur la moto. Il avait dû la réparer. Son molosse bondit vers les roulottes, attiré par les relents musqués. Pour ne pas se faire voir, Cécile se glissa aux côtés d'une matrone dans la file d'attente. Brancalou se mit en travers du chemin, dressé sur la pointe des pieds, la mine outragée. « Alors, toujours là le malfaisant? Ou dois-je dire, criminel ?» L'autre s'esclaffa avec mauvaise humeur. « Et m'appeler Victor, ça t'arracherait la gueule, le forain? Je ne nomme pas les brigands, moi, monsieur !» Au lieu de répliquer, le dénommé Victor posa ses doigts en boucle sur ses lèvres et modula un puissant sifflet. Son chien revint se poster près de lui. Il aboya en direction de Brancalou et de son fouet. « Retiens ton clébard, ou je lâche mes fauves !» Cécile se demanda s'il parlait de l'ours, ou bien des 3 corneaux savants qui n'auraient pas effrayé une mouche, et encore moins le solide bâtard. Plutôt que se mettre en colère, Victor eut un rictus méprisant. « Tes bestioles, elles attendent que ça, de sortir de leur cage. Et moi, j'attends qu'on t'y remette. » Le petit homme reprenait de l'aplomb. Il désigna le mouchoir maculé qui recouvrait la blessure de son adversaire. « T'as encore du sang sur les mains, à ce que je vois ?» Cécile remarqua le sursaut du motard et vit son visage s'assombrir. Elle frissonna à l'idée qu'il se jette sur le ridicule directeur, mais Victor se contenta de faire rugir sa moto et s'éloigna dans un grand fracas. En 3 bonds, le molosse l'avait rejoint. « Bon débarras !» Brancalou tentait de reprendre contenance face à son public. Il reprit son boniment avec enthousiasme. « Allez, allez, on va fermer la caisse. 5 francs la place, envoyez la monnaie !» Puis il s'adressa à un enfant. « Je me trompe ou t'es orphelin, toi ?»« Oui, monsieur. »« Comme t'as de la chance, c'est demi-tarif pour toi. » Le directeur du cirque, content de lui, vérifiait que les billets s'écoulaient comme il l'entendait. Cécile fouilla fébrilement ses poches. Sa mère lui avait donné de quoi acheter le pain. Tant pis, c'était juste un emprunt. Elle n'avait pas le temps de rentrer, sinon elle louperait la représentation. Il fallait qu'elle voie ce spectacle. Elle compta ses sous. 2 francs et 90 centimes, 3 francs et 10.
Zut et mince et merde! Il n'y avait pas assez. Par l'entrée du chapiteau, on percevait la rumeur d'impatience du public. Dépitée, la petite retourna vers les cages dans l'espoir d'apercevoir les préparatifs du poney. La cage enclos était vide. Elle allait renoncer quand elle entendit un léger cri. Le gitan venait de surgir de l'arrière du chapiteau par un passage camouflé. Le petit singe sautillait sur son bras, en proie à une vive agitation. Sans réfléchir, la fillette avança vers le pan de toile qui bâillait légèrement, et une fois assurée que personne ne pouvait la voir, elle se glissa en avant, dans l'espace sombre qui s'ouvrait comme une bouche. Elle eut juste le temps de penser « c'est pareil au terrier d'Alice », et l'obscurité l'avala.